Eh ben c'est parti. Salut le Brascamp. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci d'être venus aussi nombreux pour qu'on vous présente un petit peu les claviers mécaniques. Je m'appelle David Blanchet, je travaille à Orange, je suis développeur et formateur. Voilà, bonjour, Romain Blazex, développeur également chez Orange. Les claviers mécaniques, certains d'entre vous savent déjà ce que c'est, mais on va quand même présenter la chose parce que c'est pas sûr que tout le monde soit au courant. On regardera un petit peu qu'est-ce que ça permet ces claviers mécaniques. On essaiera de voir les questions que vous pourriez vous poser, les questions pertinentes si jamais vous en voulez un. Et puis on va essayer de vous faire un petit retour d'expérience parce que entre j'en veux un et ça a l'air cool et la réalité, des fois il y a un petit shift, donc on espère pouvoir vous éclairer. Clavier mécanique, moi je connaissais pas et la première fois qu'on m'a dit ce terme, ça me faisait penser à un vieux truc avec des trucs qui claquent quand on appuie dessus. Et c'est pas exactement de ça dont il va être question. En fait, clavier mécanique, ça va pour faire une différence avec les claviers à membrane. Alors les claviers à membrane, vous connaissez, c'est ceux que vous achetez en supermarché ou à pas cher, qui sont des claviers tout à fait respectables. Hein. La membrane, c'est vachement bien. Vous appuyez sur la touche, ça écrase une membrane. La membrane, elle ferme un contact électrique. Ce contact électrique est détecté, ça appuie sur une touche, c'est super. La membrane, c'est fiable, c'est pas cher, c'est facile à industrialiser, et donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de claviers à membrane. Et précisément, les claviers mécaniques sont des claviers qui n'ont pas de membrane et qui utilisent à la place, en anglais des switches, en français des contacteurs. Et le fait d'utiliser ces contacteurs vont faire pas mal de différences. Les contacteurs, en particulier, vous pouvez faire du do-it-yourself, vous pouvez faire des petites séries. Vous n'avez pas besoin d'une grosse machine de production pour que ça commence à être utilisable, rentable. Et vous allez me dire, et alors ? Et alors, on va pouvoir explorer, on va pouvoir faire des claviers nouveaux, différents. Et donc, peut-être on va faire des claviers qui sont un peu mieux. Alors du coup, la première chose à se poser comme question, c'est la taille du clavier. Parce que ça, voilà, c'est un clavier que vous connaissez tous, c'est le 104 touches classique qu'on a sur à peu près tous les ordinateurs depuis bien longtemps. Mais en fait, on s'est rendu compte que les touches n'ont pas été mises complètement par hasard sur le clavier, à savoir, elles ont plutôt été regroupées par fonction. On va retrouver classiquement le pavé numérique sur la droite, les touches de fonction en haut et ce genre de choses. Et on va pouvoir commencer à se poser des questions, est-ce que toutes les touches sont toujours aussi utiles tout le temps ? Et du coup, on en arrive à des choses comme ça, qui existent depuis assez longtemps, ça s'appelle des TKL pour 10 keyless, donc on a supprimé le pavé numérique parce qu'on estime qu'il est disponible par ailleurs. Vous l'utilisez déjà beaucoup, ce genre de clavier, puisque sur les ordinateurs portables, c'est pratiquement toujours ça qu'on a, à moins d'avoir des très gros écrans, ce qui se fait moins aujourd'hui. Et puis on peut se dire aussi, là on enlève les touches de fonction, les touches de pavé numérique, est-ce qu'on ne peut pas se dire que les touches de fonction ne sont pas toujours accessibles immédiatement, donc on peut réduire encore et encore, pour aller jusqu'à des choses comme ça. Alors là, on est vraiment sur quelque chose d'assez minimaliste, mais encore complètement fonctionnel. Du coup, c'est intéressant de se dire jusqu'où on peut aller, et peut-être aussi les limites, jusqu'où ça va, justement. Et justement, tutoyons les limites. Je peux enlever des touches. J'ai des switches, j'en mets moins, j'ai moins de touches. Jusqu'où je peux aller ? En fait, il y a des gens qui ont pris ça à la blague, et même des gens un peu plus sérieux qui ont fait des produits qui se vendent. Alors, paradoxalement, celui de droite pour vous, c'est un vrai produit, mais il fait qu'une seule touche. En gros, c'est le truc, vous branchez et c'est F5, et plutôt que bousiller votre laptop, vous faites F5 sur celui-là pour avoir votre billet de Brascamp. L'autre est parti sur fond de blague, mais en fait, c'est un vrai clavier qui marche. Alors, c'est pas du Morse, c'est un codage un petit peu différent, mais on arrive à taper tout ce qu'on veut avec juste cette touche-là. Alors, on peut se dire, franchement, le sens. Et après, on réfléchit un peu plus et on se dit, oui, mais au niveau de l'accessibilité, mobilité fine non existante ou des choses comme ça, ça peut avoir un sens. Donc très très peu de touches, pour vous peut-être pas, mais pour certains, vraisemblablement. A contrario, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a une limite supérieure ? Alors j'en vois qui rigolent et on comprend. Ça, ce sont des claviers pour des langues qui n'ont pas d'alphabet avec aussi peu de caractères que les nôtres. Et donc la saisie de langues beaucoup plus riches en termes de caractères, fatalement, ça va faire des claviers différents. Et puis le problème des grands claviers, c'est qu'assez vite on se retrouve avec le syndrome du tableau de bord de l'Airbus, donc des choses possiblement plus compliquées à utiliser. Ça, c'est pour la taille des claviers, mais ce n'est pas les seules choses avec lesquelles on va pouvoir jouer.
grâce à ces switches. L'important également sur l'utilisation d'un clavier, c'est l'ergonomie. On se rend bien compte que quand on utilise un clavier, la plupart du temps, on a les mains et les poignets notamment qui sont inclinés comme ça. Alors pour la plupart des gens, ça pose pas de problème, mais enfin assez souvent, au bout d'un moment, ça va pouvoir créer des tensions qui à la longue vont peut-être être délétères. Alors on n'est absolument pas ergonome, mais on s'est quand même posé ce genre de questions parce qu'on est utilisateur au quotidien. Donc ce sont des questions qui ne sont absolument pas nouvelles. Ça fait déjà de nombreuses années que les gens se posent ce genre de questions. Il y a des solutions qui ont déjà été faites. Alors voilà un exemplaire, c'est à peu près le même, où on a déjà des claviers qui ont essayé de suivre un petit peu la forme des poignets, donc incliner un peu pour réduire un petit peu cet angle. C'est une première option, ça répond assez bien. On a une deuxième option que vous allez voir, dont on va pas mal parler aujourd'hui, c'est une ergonomie à s'intéresser à séparer carrément le clavier en deux. Alors pourquoi vouloir faire ce genre de choses? Là, littéralement, c'est un clavier coupé en deux, fait exprès évidemment. En fait, on va pouvoir complètement ignorer et enlever cet angle, puisqu'on va pouvoir positionner chacune des parties exactement comme on le souhaite, avec l'angle qu'on souhaite. Donc ça, on en reparlera plus tard, parce que vous allez voir qu'on a un petit focus quand même sur ce genre de clavier. On a d'autres approches. Là, c'est vraiment, ça s'appelle les dactyles, comme vous voulez. Il existe aussi en un seul bloc. Là, c'est pareil, c'est essayer de prendre en compte la forme de la main et non pas pour être au plus confortable. Parce que qu'est-ce qu'on va chercher? Pourquoi est-ce qu'on veut s'intéresser à personnaliser son clavier? C'est pour être le plus confortable possible. Alors, comme je disais, on va quand même beaucoup parler de ces types de claviers, vous allez vite comprendre pourquoi. Ouais, on est obligé de faire un disclaimer à ce niveau-là. Il y a un peu de partialité dans ce qu'on va raconter. Pour une raison toute bête, c'est que voici le clavier de Romain, voici le mien, enfin en tout cas l'actuel. On est plutôt féru des claviers split, donc c'est claviers séparés. On va dire beaucoup de choses, on va vous montrer beaucoup de claviers split, mais en fait tout ce qu'on va vous dire la plupart du temps, ça va s'appliquer aussi aux claviers qui ne sont pas split. Les claviers qui ne sont pas split sont tout aussi bien, sont plein de qualités. On les trouve juste, nous, un peu moins bien que les claviers split. Et pour vous en convaincre, on a quelques slides. Essayez de bosser à la maison avec un chat. Au moins, avec un split, vous pouvez. Alors, si vous n'avez pas de chat, il y a d'autres bonnes raisons d'avoir des splits. Moi, j'ai des problèmes de posture, parce que voilà, je ne rajeunis pas, des choses comme ça. Et donc, avec un split, j'ai les épaules ouvertes. Je peux mettre des choses aussi entre mes deux parties de clavier. Alors là, j'ai mis un café, mais si vous êtes maladroit, ne le faites pas, je suis maladroit. Ça serait dommage pour votre clavier, mais vous pouvez mettre votre trackpad, votre souris, vous pouvez mettre vos notes, c'est pratique. Et puis, on s'aperçoit que dans le domaine des splits également, il y a plein de gens qui font des trucs de furieux. Les idées, peut-être le futur. J'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de mettre dans les slides, quelqu'un qui avait carrément des manchons. Donc en gros, on se balade avec son clavier. Et on tape avec les manchons qui les touchent sous les doigts. Bref. Ce petit disclaimer étant passé, continuons un petit peu cette exploration de ce qui est permis par le fait d'utiliser des switches plutôt que des membranes. Eh bien, toujours dans le domaine de l'ergonomie, finalement, ça, c'est l'alignement d'un clavier que vous connaissez, alors sur la partie droite d'un split, mais c'est exactement pareil sur un clavier. Et donc, si vous constatez, en fait, les touches sont en diagonale. Les touches sont alignées en diagonale, et ça, c'est historique, en fait. Ça vient des machines à écrire initiales, où, pour des contraintes mécaniques, évidemment, on ne pouvait pas aligner les touches les unes avec les autres, donc on les faisait légèrement décalées. Mais bon, il n'y a plus de partie mécanique maintenant, il n'y a plus de tiges métalliques, donc en fait, on peut tout à fait se dire, aller au plus proche peut-être du fonctionnement de la main et des doigts et faire des alignements, comme on appelle ortholinéaires ici, où en fait on a tout simplement les lignes en colonne, ce qui est bien illustré par cette image-là, où on voit bien justement les deux claviers, où on a d'un côté les touches qui partent en diagonale comme ça, et les autres où les touches partent en colonne. Là encore, dans l'idée de s'adapter au mieux à la morphologie des mains et des doigts en particulier, on sait bien que les doigts n'ont pas tous la même taille. Et donc là, on arrive sur des choses où on a essayé de disposer en espèce d'un arc de cercle, on va dire. Par exemple, le majeur étant plus long, les touches sont un petit peu... Alors tout ça a un seul objectif, améliorer le confort et de la pose de la main pour que les doigts aient le moins de mouvement à faire, parce que moins vous aurez de distance à parcourir avec les doigts, plus ce sera agréable et fonctionnel de taper sur votre clavier. Adapter la machine à l'humain plutôt que le contraire. Voilà, exactement. Ok, ça c'est le nombre ou le placement des switches. Mais le switch en lui-même, en fait, il va aussi avoir des caractéristiques qu'on va pouvoir se permettre de changer, y compris quand le clavier est déjà assemblé, quand il existe déjà. Alors on va parler brièvement de deux principaux types de switch, les switches de type MX. Ceux-là, ils ont un mérite, c'est d'être très populaires, très connus, beaucoup de références, beaucoup de variations autour de ce switch. C'est donc en général un bon choix pour construire son clavier. Ce n'est pas le seul modèle de switch qui existe, il existe aussi des modèles appelés Keilshock. Ceux-là sont un peu moins populaires, mais ils ont une caractéristique intéressante.
que ne possèdent pas les Switch MX, c'est qu'ils sont moins épais. Donc ça va vous permettre de faire des claviers qu'on appelle low profile, donc des claviers qui sont beaucoup plus fins en fait, enfin, en tout cas un peu plus fins. C'est évidemment pas la seule chose que le switch va permettre de choisir ou de déterminer sur votre clavier. Un switch va vous donner une dureté de réponse, un switch va vous donner une sensation ou pas du point de contact électrique, d'une longueur de course, peut-être même du bruit, et tout ça contribue au confort de la frappe, au confort général de l'utilisation de votre clavier. On a différentes technologies également pour faire le contact, enfin pour déterminer qu'une touche est enfoncée. Le contacteur classique, vous connaissez, une lame de métal en touche une autre, ça ferme un circuit, mais ce n'est pas la seule chose qui existe. Il y a également des capteurs de type magnétique. En gros, on trimballe un bout de métal dans un champ magnétique. On est capable de le détecter, c'est de l'effet Hall. Et ça fait des switches qui ont la particularité donc d'avoir peut-être moins d'usure de ce point de vue-là, mais surtout d'être, par exemple, réglables. On peut choisir la course d'enfoncement pour que le déclenchement de la touche se fasse. Typiquement, il y a pas mal, en tout cas, de gamers qui ne jurent que par ça. J'ai vu également des switches optiques. Alors j'ai vu que ça existait, je ne les ai pas essayés, je n'ai pas de retour là-dessus. Et puis quand on va commencer à rentrer dans le do-it-yourself, évidemment, n'importe quoi qui peut in fine émuler un contact électrique à la fin pourra être recevable. Alors là, on parlait des switches, mais vous vous doutez bien, si vous avez déjà vu à quoi ressemble un switch, qu'on ne va pas directement taper sur le switch. Dessus, on va poser ce qu'on appelle des keycaps, ou des cabochons en français. J'adore ce mot. C'est le vrai terme, après, vous l'utilisez ou pas, c'est au choix. Ouais. Et en fait, on en a de différentes sortes qui vont vous permettre de venir se fixer sur le switch, et c'est ça qui va servir de contact avec vos doigts. Alors on peut avoir du marquage dessus, comme sur les claviers traditionnels, pour avoir la lettre ou le symbole qui correspond à la frappe. Mais plus on va s'orienter vers des claviers minimalistes, avec moins de touches, plus on se doute qu'il va y avoir de nombreux symboles sur une seule touche, et on n'est pas censé regarder son clavier quand on tape, vous le savez tous. Bien sûr. Et donc finalement, est-ce qu'on est obligé d'avoir un marquage? C'est pas dit. Donc c'est pour ça qu'on en trouve aussi qui sont sans marquage, et qu'on va retrouver assez souvent. Va aussi se poser la question du profil. Par exemple, sur les claviers très plats, à low profile, on va avoir un profil qui va être en général totalement plat. Mais si on va sur des profils un peu plus des switch MX, qui ont un profil un peu plus élevé, là on va avoir en fait des orientations selon la rangée sur laquelle se situe la touche. Tout ça, encore une fois, avec pour objectif que les doigts permettent de savoir où ils se situent juste avec le toucher en fait. Donc là vous en avez tout un tas, je ne veux pas les énumérer, c'est juste pour vous dire que ça existe. Après, il y a également quelle matière vous voulez pour ces keycaps. Le plus traditionnel, ce sont évidemment les plastiques. Donc on a les deux principaux qui sont ABS et PBT, mais voilà, ça c'est ce que vous trouvez sur la grande majorité. Mais bon, on fait ce qu'on veut, puisqu'on est en train de fabriquer notre propre clavier. Du coup, on peut imaginer de la résine. Alors là, c'est très joli au niveau toucher. Je n'ai pas essayé, donc je ne pourrais pas trop vous dire ce que ça donne. En termes de toucher aussi, on peut aller, pourquoi pas, sur du métal. On peut imaginer que c'est un peu plus froid, mais pourquoi pas. Bare métal. Après, ça donne aussi un côté un peu plus lourd à la frappe, ça peut avoir un certain confort. Et puis après, on peut aussi carrément aller vers du bois. Là, avec les imprimantes laser, avec les découpeurs laser, tout ça, on peut faire des choses assez sympas. Et on peut imaginer que ça fait un clavier quand même assez classe à la fin. Les keycaps aussi sont un petit peu porteurs d'informations. Vous le savez certainement que sur le dessus, notamment du F et du J, quand c'est en AZERTY, il y a un petit ergot qui dépasse. Il vous sert en fait à positionner la main correctement, sans avoir à regarder votre clavier. Vous savez que vous mettez vos index sur les deux ergots et votre main est correctement positionnée. Donc c'est pareil, ce sont des choses qu'il faut reprendre si vous voulez vraiment faire de la dactylo correctement et qui sont intéressantes à prendre. Et après aussi, pourquoi pas changer de forme. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des touches carrées qui sont disjointes. On peut aussi, grâce aux hexagones, faire des choses qui sont complètement joints comme ça. Comme toujours, quand on va trop loin, on va trop loin. Alors on peut aussi faire ce très joli touche échappe en forme d'aquarium, ou inversement. Donc voilà, ça peut être sympathique. Et puis comme toujours, on n'a pas pu s'empêcher de vous mettre quelque chose qui va trop loin, peut-être. Alors pour la blague, ce truc-là est un vrai produit, vous pouvez l'acheter sur Amazon, aucun problème. Et petite précision, si vous faites du Python, ça n'a rien à voir avec le duct typing. Un clavier, ce ne sont pas que des touches qui servent à faire des symboles, on peut aussi rajouter des choses. Par exemple, est-ce que vous voulez du rétroéclairage par touche? Ça, on en trouve beaucoup par exemple sur les claviers gamer, mais ça a d'autres informations. Est-ce que vous voulez du rétroéclairage global pour faire un petit peu d'ambiance? Ça, si vous regardez des streamers, des choses comme ça, ils ont énormément de choses comme ça. Est-ce que vous voulez afficher de l'information sur le clavier finalement? Pour ça, vous pouvez, grâce aux écrans OLED qui peuvent être adjoints au clavier.
Et vous pouvez imaginer tout un tas d'autres dispositifs. Là, par exemple, on a un exemple de Rotary encodeur, donc c'est des espèces de potentiomètres crantés qui vont vous permettre de faire varier une valeur. Donc ça peut servir à plein de choses. On peut imaginer aussi des molettes de souris directement intégrées, tout ce genre de dispositifs. Et on peut aller toujours plus loin en essayant d'intégrer un bout de souris finalement dans le clavier. Pour ça, on peut ajouter des trackballs. On a un magnifique exemplaire ici qui a été prêté ici. On a aussi les trackpoints. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'utilisateurs de trackpoint, parce que c'est plus trop à la mode, mais ça existe encore. C'est surtout qu'il y avait un brevet et qu'il est tombé, donc on va en voir de plus en plus. Ah oui, c'est vrai. Et là, très proche de ce que vous avez sur un ordinateur portable, on a le trackpad qu'au milieu. Comme d'habitude, on peut aller un petit peu trop loin, à essayer de mettre le clavier sur sa souris. Même si, je pense que ça ressemble un peu plus à un macropad qu'à un vrai clavier fonctionnel, mais en fait, c'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent être faites, et c'est manifestement assez intéressant. On n'a pas précisé un truc, il y a 0 image en AI, c'est-à-dire c'est des produits qu'on a trouvés. Ah oui, ça, ce sont des vraies images, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il vous faut pour ce que vous peut trouver sur un clavier, ce qu'on va pouvoir choisir. Et maintenant, il va bien falloir le connecter à l'ordinateur. Voilà. Alors sur la connexion, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Voilà, vous avez des claviers qui soient mécaniques ou pas. La plupart du temps, vous êtes en Bluetooth si vous voulez pas de fil. Certains constructeurs ont des dispositifs spécifiques, mais les mécaniques, pour autant que je sache, sont tous Bluetooth. Ou alors c'est de l'USB-C si vous voulez pas entendre parler de batterie, ce qui est aussi tout à fait défendable. Et puis quand vous avez des claviers en plusieurs parties, il va falloir les relier et de manière assez unique, tout le monde, en tout cas la majorité des claviers que j'ai pu voir, utilisent un jack en fait pour relier les deux parties du clavier, en particulier parce que c'est fiable, pas cher et finalement ça marche bien. Voilà. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait explorer sur le côté que permettent les switches dans les claviers. Et on s'est dit que plutôt qu'aller dans le fond de choses ultra pointues, on allait vous présenter une petite galerie des trucs qu'on a trouvés, en bien et en moins bien, parce que ça nous a fait bien marrer. Par exemple, ceci est un clavier tout à fait fonctionnel. Le monsieur a imprimé tout à taille, y compris les switches, les machins, les trucs comme ça. Donc ça permet aussi ça. Voilà, donc ça, typiquement, hein, c'est pour la blague, on adore. Ça a donné lieu à des... Alors, je ne sais pas comment appeler ça, j'arrive pas à savoir si je trouve ça atroce ou mignon. Voilà, les problèmes d'ergonomie sur le clavier, c'est pas récent. On a des trucs, ça donne l'impression de venir de l'ère soviétique. C'est pareil, c'est des vrais produits. Ça a été vendu, je ne sais pas si ça a été acheté. Vous voyez, la position des mains et tout ça, ils avaient déjà les idées qu'on vous propose aujourd'hui. Et sur celui de droite, pour vous, il y a carrément des rétroviseurs pour qu'on puisse voir le dessus des touches, parce que bon, comme c'est vertical, on ne voit pas bien. Enfin bon, voilà, c'est possible aussi. Est-ce que c'est souhaitable? C'est une autre question. Énormément de Kickstarter, de gens qui ont plein d'idées sur on pourrait faire un clavier comme ça, où on a la main posée dessus, c'est pas des contacteurs, c'est juste des touchpads et des trucs comme ça. Les Japonais, avec le goût et certains excès qu'on leur connaît, s'y sont mis aussi. C'est un vrai clavier, il y a des trucs complètement dingues là-dessus, si vous faites abstraction des néons et des trucs comme ça. Là-dessus, il y a des molettes, il y a du trackpad, il y a un joypad, je crois. Donc ça, c'est à la vente. Hein. C'est possible, ça marche, il y a des gens qui sont fous de ça. Et puis d'autres choses, comme par exemple celui-ci, qui a l'air plus sobre. En fait, c'est un clavier pour taper du japonais. Et chacune des touches, en fait, c'est un écran OLED. Et donc, quand on tape et quand on passe dans différents machins, et ben le dessus des touches change selon ce que vous allez taper. Voilà, c'est possible aussi. Et on a des gens qui, je ne sais pas s'ils voient dans le futur ou n'importe, qui font ce genre de choses. Alors, c'est pas une paire de pompes, c'est pas des chaussures. Non, c'est des claviers. Vous posez les paumes sur les repose-paumes, vous glissez les doigts entre les palettes, et chacune des palettes est une touche. Pareil, j'arrive pas à savoir si je suis perplexe ou admiratif. Il y a même un dispositif de pointage, si vous regardez bien, il y a un petit point rouge, c'est un trackpoint, donc c'est bien un clavier avec un pointeur. Donc voilà, tout un tas de trucs. Si ça vous branche, vous cherchez les hashtags Mechanical Keyboard, vous regardez sur les Reddit, les trucs comme ça, vous allez en voir plein, et des fois c'est merveilleux, des fois c'est un peu what the fuck. Et si maintenant on se posait plutôt une autre question qui est, supposons que vous, maintenant, qu'on vous a montré ça, souhaitez avoir votre propre clavier mécanique. Ah, comment vous allez choisir? On vous a montré un nombre de possibilités assez dingues. Quelles seraient les questions qui seraient pas idiotes de vous poser avant de franchir le pas pour savoir vers quoi aller? Eh bien, c'est ce qu'on se propose de regarder à présent. La première question, c'est comment en obtenir un? La première réponse, vous l'achetez.
Voilà. Ça, c'est la marque Keychron, en l'occurrence, qui fait ce genre de clavier. Alors, évidemment, vous trouvez des claviers mécaniques aujourd'hui partout, dans n'importe quel supermarché, parce qu'avec l'essor du gaming ces dernières années, on trouve beaucoup de claviers de gamers, essentiellement, qui sont toujours des claviers mécaniques. Par contre, la différence par rapport à ce que nous, on vous présente, c'est qu'en général, ils ne sont pas du tout personnalisables. On a le switch, les keycaps, voilà, tout est fixé, vous le choisissez à l'avance. Par contre, ça coûte en général pas très cher. Enfin, ça dépend des modèles. Et là, ce qu'on va plutôt vous montrer, c'est des marques et des propositions qui sont personnalisables à l'envie. C'est-à-dire là, ce clavier-là, vous l'achetez, vous pouvez choisir quel switch vous voulez mettre dessus, quelle touche, quel keycaps vous voulez mettre dessus, etc. Donc c'est la solution la plus simple. Vous achetez un clavier tout fait, mais qui garde quand même tous les bénéfices de la personnalisation. Et dans le cas où vous auriez un doute, vous le choisissez à l'achat, mais après coup, si vous voulez changer, vous pouvez aussi. C'est-à-dire que c'est démontable, pluggable. Absolument. Évidemment, on en trouve aussi en version split, prêt à l'emploi. Donc ça, c'est quand même toujours assez intéressant. Mais bon, on est là pour faire un petit peu plus que juste acheter quelque chose. Donc on a une deuxième option qui est l'assemblage. Donc là, il y a des vendeurs qui proposent des kits avec, vous allez choisir les composants, enfin, on va dire la forme du clavier, les switches à utiliser, les keycaps que vous allez mettre. Ils vont vous envoyer tout ça et vous allez juste avoir à les assembler. Le gros bénéfice, c'est que vous n'avez pas beaucoup de bricolage. Si vous n'êtes pas trop bricoleur, soudure et tout ça, vous allez quand même avoir l'impression d'avoir fait votre clavier vous-même, mais sans la partie électronique qui peut être un petit peu plus compliquée. Et ça va vous permettre aussi d'avoir des claviers qui ne sont pas forcément vendus par les marchands déjà. Oui, exactement. Tout prêt, si, c'est soit parce que vous voulez aller vers ce sens-là, soit vous ne les avez pas trouvés, bien sûr, dans le commerce. Allons plus loin sur ce chemin-là, où cette fois-ci, on les achète en kit. Et là, en kit, ça veut dire que la soudure, c'est pour vous. Voilà un clavier. Voilà, ça c'est ce qu'on reçoit quand on achète en kit. Alors en général, vous verrez que nous c'était volontaire, hein, bien sûr. Ça vous permet d'aller encore plus loin, de choisir vraiment tout. Donc vous allez acheter tous les composants, ils vont être fournis par les vendeurs directement en kit et vous devrez les souder, les assembler, etc. Là, le sentiment de l'avoir fait soi-même, là, il est vraiment pas mal. Mais bon, on peut toujours aller plus loin et vous pouvez tout faire vous-même. Alors, sauf les composants électroniques, j'imagine, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais pour tout le reste, vous avez de la colle, vous avez des fils, vous avez éventuellement une imprimante 3D. Une imprimante 3D, allez-y, c'est parti. Il y en a qui le font, ils sont capables de faire ça très bien. Bon, là, c'est hors de ma portée personnellement, mais c'est des choses qui sont possibles. Voilà, donc maintenant qu'on sait comment les avoir et qu'on veut aller éventuellement vers le chemin un peu plus do-it-yourself, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un clavier ? J'ai envie de dire, même pas forcément du do-it-yourself. Si vous avez un clavier, c'est bien de savoir ce qu'il y a dedans et de se poser les questions avant de franchir le pas. Donc on va regarder un petit peu en quoi ça consiste un clavier, un petit peu, parce que c'est quand même ça l'idée, c'est de comprendre ce qu'on va acheter. Et donc la première chose déjà, c'est que il va vous falloir faire le lien entre les composants. Donc il va vous falloir un circuit imprimé, la plupart du temps, peut-être plusieurs si votre clavier est en plusieurs morceaux, ou peut-être pas si vous décidez d'utiliser du fil. Un certain nombre de composants sur lesquels on reviendra. On va avoir besoin de switch. Un clavier, il faut quand même qu'on puisse appuyer sur quelque chose. On va avoir besoin de cabochons, on va avoir besoin d'un boîtier, parce qu'on n'aime pas trop que nos pistes électriques, nos fils soient à l'air libre, on ne peut pas faire des courjus et abîmer. Selon ce que vous préférez, une batterie ou des câbles. Et puis, ça c'est mignon, mais il y aura un petit peu à causer avec l'ordinateur, donc il faudra un firmware. Il faudra également décider de qu'est-ce que ça fait quand j'appuie sur telle touche, si votre clavier est un petit peu exotique. Selon que vous l'achetiez déjà tout fait, prêt à l'emploi, ou qu'au contraire vous l'assembliez plus ou moins, ça va vous prendre un petit peu de temps. Et puis, il faudra qu'on cause budget aussi, forcément, un petit peu. Ok, commençons par causer un petit peu circuit imprimé. Le circuit imprimé, PCB en anglais pour Printed Circuit Board. Le circuit imprimé met en lien les composants, met en lien électrique les composants qui sont dessus. Les circuits imprimés, c'est quand même pas mal. C'est pas mal parce que c'est pratique, c'est assez fiable et c'est rigide. C'est-à-dire que pour des petits claviers en particulier, le circuit imprimé souvent va être suffisant pour assurer la rigidité mécanique de votre clavier. Vous mettrez de la cosmétique autour, mais il sera autoporteur en quelque sorte. Donc ça c'est sympa. On peut l'acheter, on peut le faire par des fournisseurs chinois pour pas cher. On peut décider de le faire soi-même, soit de rien, soit avec des softs qui permettent justement de les prédéterminer. Mais on n'est pas obligé d'utiliser des PCB. Il y a des très chouettes claviers qui n'en utilisent pas, et à partir de ce moment-là, vous aurez du fil. Et puis il vous faudra aussi un système pour assurer, enfin une plaque ou un support pour assurer la rigidité mécanique de votre clavier à la place du PCB. Au niveau des composants, d'un côté vous avez des contacts électriques, de l'autre côté ça attend de l'USB HID, je sais pas quoi, de clavier qui est normalisé. Entre les deux, il faut faire la conversion, et ça c'est le boulot du microcontrôleur. Le microcontrôleur, il y en a un ou plusieurs.
couleurs selon votre clavier. Il va aussi s'assurer que les éclairages se fassent comme vous voulez, que l'écran réponde, que ça cause radio avec qui de droit, donc soit l'autre partie, soit l'ordinateur. Et donc ce microcontrôleur, il va être à peu près incontournable, lui. Vous aurez aussi possiblement besoin de diodes. Et là, vous allez me dire, quoi, des diodes? Mais pourquoi? Alors, pourquoi? En fait, c'est une histoire de comptage. Sur un microcontrôleur, vous avez des entrées-sorties, ça s'appelle des GPIO. Et en fait, à chaque fois que vous avez un contact électrique, il faut bien sentir si le contact électrique est là. Donc, il faut une entrée. Question, est-ce que vous avez assez d'entrées sur vos microcontrôleurs pour toutes les touches? La plupart du temps, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un matrissage, c'est-à-dire qu'on va mettre les contacts en ligne et en colonne pour être capable de faire plus de touches que ce qu'on a de GPIO. Et là, vous allez me dire, ok, c'est quoi le rapport avec les diodes? Et en fait, le truc, c'est que quand on fait un matrissage comme ça, si on appuie sur plusieurs touches à la fois, on peut avoir ce qu'on appelle des phénomènes de ghosting, c'est-à-dire que, en fait, j'appuie sur 2 touches et j'en ai une troisième qui se déclenche alors que je n'ai pas appuyé dessus. Et à contrario, on a des phénomènes de masking, c'est-à-dire j'appuie sur des touches, à un moment je relève, et en fait, l'ordi ne voit pas que ça relève. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, le courant, on va scanner les colonnes et lire les lignes, et ce petit diode courant, au lieu d'aller que des colonnes vers les lignes, il fait les deux. Et quand on veut contraindre le sens du courant, qu'est-ce qu'on fait? On met des diodes. Et quand on met des diodes pour contraindre le sens du courant des colonnes vers les lignes uniquement, on fait disparaître ces phénomènes un peu désagréables. Donc, ce n'est pas la seule façon de multiplexer, mais c'est sans doute la plus commune dans les claviers que vous allez réaliser vous-même, et même sur les claviers mécaniques que vous achetez, la plupart du temps sous le capot, il y a des diodes aussi. Ce ne sont évidemment pas les seules questions que vous allez devoir vous poser sur ce qu'il y a dans votre clavier. Il y a des choses qui sont nettement plus visibles et nettement plus importantes, que vous l'achetiez ou pas. Eh bien oui, ce sont les switches, on en a parlé déjà tout à l'heure, et c'est un petit peu le cœur du clavier, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui va vous donner l'essentiel du confort, c'est ce qui va vous faire ressentir le clavier, c'est ça que vous allez utiliser la majeure partie du temps. Donc c'est important à tous les niveaux, parce que déjà, il y a beaucoup de références, beaucoup de références. Il y a essentiellement, alors il y a des codes couleurs qui sont plus ou moins acceptés, qui ne sont pas standardisés, mais qui sont admis, on va dire, par la communauté et les fabricants. Donc vous allez trouver du rouge, du vert, du bleu, du noir, du marron. Ça va essentiellement être un mélange de est-ce qu'ils vont être linéaires, tactiles, avec du son, de quelle force, ça se joue au gramme près, c'est extrêmement précis. Et du coup, la deuxième contrepartie, c'est qu'il faut essayer. C'est quasiment impossible de savoir, celui-là, vu ses caractéristiques, je sens qu'il va être parfait. On peut penser ça au début, l'essayer et se dire, ah non, c'est pas du tout ça que je voulais en fait. Et pour ça, c'est vachement pratique. Il y a des fabricants qui font des petits kits comme ça. Vous achetez les switches. Des échantillons. Des échantillons, un de chaque. Vous montez ça sur n'importe quoi, un petit truc imprimé en 3D et tout ça, avec un keycaps par-dessus. C'est important d'essayer avec le keycaps, parce que sinon, ce ne sera pas vraiment le ressenti. Et vous allez pouvoir voir celui qui vous correspond. Et c'est vraiment super important, mais l'intérêt aussi, c'est que comme vous allez faire votre propre clavier, si ça ne vous convient pas, vous pouvez les changer. Moi, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait pour mon clavier. J'avais mal choisi au départ, ça ne m'a pas convenu, et j'ai pu changer complètement les switches. Ça se fait très bien. Et c'est pas très cher. C'est ça tout l'avantage. Non, les switches sont globalement pas très chers. Mais bon, ça, on en parlera. On parlera budget tout à l'heure, on a dit. Après, les switches, c'est pas non plus la seule chose qu'il va falloir faire. On a vu tout à l'heure que vous alliez pouvoir ajouter des choses sur votre clavier. Du coup, si vous voulez de l'éclairage par touche, il va falloir acheter des LED, par exemple. Il va falloir acheter ce genre de choses. Ou aussi, pour l'éclairage ambiant du clavier, ça passe aussi par des LED. Si vous voulez afficher de l'information, il va vous falloir des écrans OLED. Si vous voulez des dispositifs de pointage différents, il va falloir les acheter, donc les encodeurs, les trackpads et tout ce genre de choses. Donc vous allez pouvoir, vous allez devoir acheter tout ce dont vous avez besoin pour avoir, et l'avantage c'est qu'en général c'est disponible. C'est ça qui est intéressant. Il y a un microcontrôleur, s'il y a un microcontrôleur, c'est quelque part il y a du soft. Donc on va parler un petit peu firmware. Si vous achetez un joli clavier tout fait chez Keychron ou le Moonlander qu'on vous a montré tout à l'heure, en fait vous le sortez du carton, vous le branchez, il y a un firmware, tout est prêt, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais c'est configurable la plupart du temps, et c'est configurable grâce à ce firmware et des applis que vous filent les constructeurs. Si jamais vous décidez en revanche d'assembler votre clavier vous-même, le vendeur souvent vous filera un firmware de test, mais il ne sera pas forcément celui qui vous intéresse le plus. Donc là, plusieurs possibilités. La première, vous le faites de zéro si vous êtes un warrior hardcore. Il y a des projets open source qui font ça très très bien. Il y en a beaucoup. Les deux plus célèbres, c'est sans doute QMK et ZMK.
c'est des petits bijoux d'open source, c'est vachement bien foutu, il y a des tutos dans tous les sens parce que bah, voilà, il y a plein de gens qui font des claviers, y compris des gens qui ne sont pas des gros furax du code, donc moi j'ai trouvé la communauté et les projets vraiment super bien foutus, c'est vachement bien, au point que bah, vous avez des choses comme des configurateurs qui se font dans le navigateur, vous dessinez ou vous récupérez la référence du clavier, vous faites la fixation des touches qui ne vous conviennent pas, ça vous sort un JSON, vous mettez 3 fichiers JSON et un YAML sur GitHub, et ça vous fait un firmware, vous codez rien. Enfin bref, il y a plein de facilités pour les gens qui ne seraient pas forcément à l'aise avec le code. En revanche, si bah voilà, vous savez causer à l'oreille des ordinateurs et que le C vous fait pas peur, allez bidouiller dans le firmware lui-même. QMK, c'est étonnamment facile. Moi, je suis pas un gros fou d'embarquer et j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. J'ai pas bataillé, donc c'est assez sympa en plus. Pardon. Il vous faudra également vous poser la question du layout. La question du layout, c'est qu'est-ce que ça fait quand j'appuie sur cette touche? Alors même si vous l'achetez, encore une fois, hein, vous pouvez choisir un AZERTY, vous pouvez choisir un QWERTY. Si vous faites du VI, la tentation de prendre un QWERTY, elle est toujours un petit peu forte. Si jamais vous êtes un peu plus averti dans le monde des layouts, peut-être vous connaissez Bepo, peut-être vous connaissez Lafayette, peut-être vous connaissez le petit nouveau qui est vachement bien qui s'appelle Ergol. Donc ça, c'est des vraies questions que vous pouvez ou même devez vous poser si jamais vous décidez d'acheter ou de fabriquer un clavier. Faut qu'on parle également un petit peu des layers. Comme on peut choisir des claviers avec très peu de touches, eh ben, il va falloir se demander comment on fait pour atteindre les touches qui ne seraient pas présentes. Et ça, vous avez déjà la réponse parce que vous avez un téléphone mobile. Et sur le téléphone mobile, quand il n'y a pas ce que vous voulez, bah, vous appuyez sur une touche qui vous donne accès aux symboles qui vous manquaient, que ce soit je sais pas, les majuscules, les chiffres, les symboles ou n'importe. Et ça s'appelle des layers, donc des couches finalement. Et donc ces choses-là se paramètrent également dans le firmware. Sont paramétrés par défaut d'usine dans les claviers que vous allez acheter, et la plupart du temps c'est assez naturel. Modulo, petit truc, qui est que bah, si vous êtes gamer, peut-être vous allez vous faire un layer où ça marche qu'avec la main gauche si vous avez un clavier split. Enfin voilà, plein de petites choses que vous pourrez aménager si ça vous branche. Les layers, bah, voici par exemple les layers du clavier de Romain. Il y a pas mal de touches, donc il n'y a pas eu besoin de se faire trop mal. Le mien, vous allez voir, il y a carrément moins de touches, donc ça fait un peu plus peur. Mais j'ai construit ça au fur et à mesure, et donc voilà. Sachez que plus vous aurez un petit clavier en termes de nombre de touches, plus ces réflexions sur les layers vont se poser. Ok, donc ça, c'est un certain nombre de questions qu'il n'est pas délirant de se poser si jamais vous voulez choisir un clavier, éventuellement un clavier un petit peu différent de celui que vous auriez déjà. Ça vous donne le point d'entrée, mais ça ne vous donne pas forcément la vision sur ce qu'est l'expérience d'avoir un nouveau clavier ou un clavier un petit peu différent. Et donc maintenant, dans cette partie-là, on va faire en sorte de vous faire un retour sur notre propre expérience d'acquisition, de construction et d'utilisation d'un clavier mécanique, on va dire un petit peu extrême. Hein. On ne vous suggère pas forcément d'aller vers le split, même s'ils sont super bien. Complètement. Allez, avant de l'acheter, comment est-ce qu'on a connu les claviers mécaniques? Bah oui, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait un clavier finalement? Bah moi, c'était simple, j'utilisais déjà des claviers mécaniques depuis longtemps pour le confort de frappe que ça fournissait, donc j'avais des claviers de gamer depuis longtemps. Et puis un jour, j'ai découvert les vidéos de clavier split. J'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des poignets, des angles de poignets, tout ça. Moi, j'étais toujours gêné, je devais bouger mon clavier, ce genre de choses. Et ben ça résolvait complètement mon problème. Moi, c'était vraiment l'objectif, c'était le confort et l'ergonomie. Et puis, bah, tant qu'à faire, un petit projet électronique aussi, c'est quand même assez agréable. Donc je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans pour ça. Alors moi, les premiers contacts avec les claviers mécaniques, c'est des gens qui sont venus faire des BBL, c'est des confs à gauche, à droite aussi. J'y ai trouvé une communauté de makers et de gens qui étaient vraiment super péchus, super cool et très sympa. J'ai parlé tout à l'heure, les histoires de posture, de TMS, ça me fait un peu flipper. Je ne suis pas un père drôle de l'année, je rajeunis pas, donc je fais gaffe. C'est geek de ouf, donc ça me parle. Et puis c'était un side project, je trouvais assez cool parce que de l'électronique, du code, un truc qui pour une fois va servir peut-être à quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est pas mal quand même. Voilà. Donc ça, c'était nos motivations à nous. Vous en avez peut-être d'autres, et à partir de là, il nous a semblé important de vous mettre en garde sur certaines des motivations que vous pourriez peut-être avoir pour franchir le pas. La première, c'est que si vous voulez faire des bonnes affaires, un clavier mécanique, c'est pas forcément la bonne solution. C'est des très bons matériels, vous allez avoir plein d'autres avantages, mais c'est en général plus cher qu'un clavier à membrane, et donc voilà, il faut prévoir un budget, dont on parlera. La deuxième, c'est si vous comptez gagner du temps.
gardez le clavier que vous avez déjà, il marche, il fonctionne. Sinon, vous allez devoir le choisir, le commander, l'installer, peut-être le monter, peut-être le configurer, peut-être apprendre un peu aussi à vous en servir s'il change beaucoup par rapport à votre clavier initial. Motivation fréquente. Tapez plus vite. Alors, non. Il y a une façon super efficace d'apprendre à taper plus vite. C'est d'apprendre la dactylo. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'un clavier mécanique. Il y a des sites super bien faits, on va en parler un petit peu après, pour apprendre à taper, positionner ses mains, positionner ses doigts, ne pas regarder. Et là, vous allez taper plus vite. Petit avantage peut-être du clavier mécanique, c'est que comme vous aurez un beau clavier, vous serez motivé pour apprendre la dactylo, ou si vous avez un split, vous serez obligé par exemple de ne plus croiser les mains. Mais en tout cas, si vous voulez taper plus vite, un clavier mécanique, c'est absolument pas indispensable, c'est pas la bonne façon de faire. La dernière, mais ça va pas forcément vous parler beaucoup, on est au Brest Camp ici, donc vous êtes tous plus ou moins geeks, mais quand on commence à s'enflammer pour le super clavier qu'on vient de construire pendant les repas de famille, on vous regarde comme un hurluberlu. Mais bon, ça, vous avez l'habitude normalement. Ok. La motivation, c'est bien. Maintenant, on veut un clavier mécanique. Ok, comment on le choisit? Voilà, on vous a montré qu'il y avait quand même des myriades de possibilités, donc du coup, il faut bien faire un choix. Et pour ça, moi, clairement, vous avez bien compris qu'il fallait qu'il soit splitté. Donc j'ai commencé à chercher par là. Et il fallait le souder soi-même. Je ne suis pas parti sur un nombre de touches minimaliste, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Je voulais garder un confort de frappe. Voilà, je n'ai pas voulu aller dans ce chemin-là. Et puis, Rotary encodeur, j'en parlerai aussi plus tard, c'est les petits encodeurs, les petites molettes que vous avez là, qui permettent de faire varier le volume, par exemple, mais plein d'autres choses aussi. Et puis moi, mine de rien, je souhaitais que ce soit disponible sur des stores européens, parce que j'avais pas envie de l'acheter, l'importer en Chine avec les douanes et tout ça. N'est-ce pas, David? Et donc voilà. Je savais pas. Et la bonne nouvelle, c'est que ça existe. Il y a des fabricants européens qui vendent et tout ça. Donc c'est là, en l'occurrence, moi, c'est Split KB, mais c'est pas le seul. Donc c'est très intéressant. Sachez que ça existe. De mon côté, il y avait le côté minimalisme que je voulais, donc pas de fioriture, pas de lumière, pas de rien, parce qu'en fait l'idée c'était d'apprendre à taper, donc de ne pas regarder, donc c'est pas la peine de mettre des lumières ou des caps marqués. Je voulais un truc tout petit, que je puisse trimballer partout. Donc pareil, low profile, ainsi de suite. J'ai vu celui-là, je voulais aussi quelque chose qui marche avec mes Mac, parce que j'utilise des Mac, qui soit pas trop pénible de ce point de vue-là. Et puis, comme c'était quand même un side project au début, je voulais un truc pas trop cher. Parce que voilà, si ça marche pas, pas mettre 400-500 balles dans un truc et puis finalement, poubelle quoi. Donc c'était ça les critères initiaux. Et donc, qu'est-ce que ça a donné ? Et pour ma part, le Lily 58, donc, qui est présenté ici, donc avec des touches de couleur parce que c'est plus joli. Donc 58 touches, comme le nom l'indique. Comme je disais tout à l'heure, ça permet d'avoir un confort qui est quand même relativement intéressant. Il n'y a pas trop de touches qui disparaissent. Donc assez peu de layers et un confort de frappe vraiment intéressant. Au début, j'avais pas mis de LED, parce que voilà, pas besoin de regarder le clavier, tout ça. Mais bon, de temps en temps, les touches un peu spéciales, c'est quand même sympa. Donc j'ai rajouté des LED après coup. Ne le faites pas. Si vous voulez des LED, faites-le d'abord, c'est quand même beaucoup plus simple, notamment au niveau de la soudure. Puis c'est pareil, j'avais mis, je m'étais dit, afficher les trucs sur le clavier, c'est quand même chouette. Donc j'avais mis deux écrans, un écran par moitié. En fait, c'est une moitié de droite, l'écran il servait vraiment à rien, donc je l'ai enlevé. Puis comme j'ai fait un autre clavier pareil à côté, c'était pas grave, je l'ai pu le réutiliser. Mais voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser avant, parce qu'après, si vous le prenez et qu'il vous reste à côté, c'est un peu dommage. Et toi alors, David ? Alors moi j'ai opté pour le Chocofi. Le Chocofi, justement, il est ultra minimal, tout petit, il tient même dans une housse de Switch, c'est comme ça que je le trimballe, je trouve ça génial. Il a une autre caractéristique qui m'a fait sauter le pas, c'est que il est issu d'un clavier qui s'appelle le Korn, qui est un clavier split aussi, qui est très populaire. Et le fait qu'il soit très populaire, ça veut dire qu'il est compatible et qu'il y a une grosse communauté et que donc si je suis dans le bouillon, je vais trouver un petit peu d'aide parce que je n'étais pas forcément complètement rassuré non plus, faut être honnête. Et puis j'ai dit pas de fioriture, mais sur le site du marchand, il dit si tu veux, je te fais une plaque carbone sur le dessus et du plexi pour le dessous. Ah, ouais, ok, d'accord. Ok. Voilà. Et du coup, ça nous amène à la question intéressante de combien ça coûte cette affaire-là.
Alors, vous trouverez tous les prix, hein, avant de dévoiler. Vous trouverez tous les prix, même chez Keychron, c'est ça, chez ce genre de marchand. Alors, juste, ouais, peut-être on peut donner une fourchette, parce que là, c'est le prix des nôtres. Oui. Keychron, vous avez les prix d'attaque, je sais pas, à 80 ou 90 ouais, même 70 euros 60. pour un clavier personnalisable. Voilà, et après, ça peut monter beaucoup, parce que vous avez un châssis en métal, vous avez des éclairages, vous avez des batteries, des trucs de rechange et tout ça, et là, on est sur plusieurs centaines d'euros, Voilà. 300-400 euros, sans difficulté. Voilà. Donc nous, en l'occurrence, qui sont les deux claviers ici, étonnamment, on n'a pas suivi les mêmes parcours d'achat et tout ça, mais on arrive sur des prix relativement identiques, à savoir grosso modo 200 euros. Alors moi, j'ai pas les keycaps parce que je les avais récupérés dans d'autres claviers, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher, donc ça va. Mais voilà, donc c'est pour ça, c'est ce qu'on disait, hein, c'est quand même un certain budget, ça dépend. Vous pouvez mettre beaucoup plus dedans, rassurez-vous. Vous pouvez mettre aussi moins si vous le souhaitez, ça dépend ce que vous y allez y ajouter en fait. Plus c'est minimaliste, plus vous allez pouvoir vous en sortir si vous ajoutez pas trop de choses. Juste au niveau du minimalisme, moi j'ai rajouté la housse et le plexi, et oui, ça casse 75 euros déjà. Donc, voilà. Ok, parlons un petit peu assemblage, puisque nous avons acheté des kits. Assemblage, moi j'adore ça, donc c'était pas un problème. J'ai passé, allez, on va dire une bonne grosse après-midi à faire mes soudures, à visser mes entretoises et tout ça. Je me suis régalé, hein. Encore une fois, c'est des trucs que j'aime. Et puis ce qui est cool avec l'assemblage, c'est que on va aussi loin qu'on veut. C'est-à-dire que là, sur les photos, vous avez des vis que j'ai limées, c'est des vis à tête fraisée, parce que les vis d'origine c'était des vis à tête ronde et ça me plaisait pas, je trouvais ça moche. Donc j'ai fait les fraisures dans mon carbone, dans mon plexi, j'ai changé les vis, enfin voilà, j'ai fait du tuning, je suis un Jackie. Mais il y a moyen de se faire plaisir si c'est votre truc, donc voilà. Alors par contre, c'est pas que non plus un long fleuve tranquille. Typiquement, quand vous achetez un clavier tout fait, le fabricant il a essayé avant de vous l'envoyer, il a vérifié que ça marchait. Quand vous recevez des composants, des fois il y a des blagues. Sur un des deux microcontrôleurs que j'avais un GPIO qui était HS. Donc pas de bol. Donc j'ai signalé au constructeur, bien sûr. Il a vu le support avec moi quand on m'a fait parvenir d'autres pièces, ainsi de suite. Mais comme j'étais trop impatient, j'ai dû bricoler moi-même une alternative. Mais voilà, j'étais pas forcément très très à l'aise. Voilà, quand ça merdoit, et on est un peu tout seul, surtout sur le hard. Voilà. De mon côté, c'était mon premier gros projet d'électronique, de soudure, tout ça. C'est un bon professeur de soudure, hein. Il y a plus de 400 soudures à faire quand même, donc quand on n'est pas habitué, c'est assez intéressant. Donc ça m'a pris un peu plus longtemps que David, évidemment. Par contre, très étonnamment, là encore, ça a marché en fait. Presque, hein, on va dire, 2-3 soudures à refaire. Comme on disait tout à l'heure, les fabricants de kits, ils vous fournissent des firmware à installer tout de suite, qui vous permettent de tester les touches une par une. Ça permet immédiatement de savoir s'il faut refaire des petites soudures. Et il faudra refaire des petites soudures, évidemment. Mais globalement, j'avais un truc fonctionnel assez rapidement, et c'était quand même vraiment chouette à faire. Comme David, il y a toujours des petits inconvénients, évidemment. Si vous voyez que toutes les touches ne sont pas allumées, c'est normal. Enfin, ou pas, ça dépend, comment vous voyez les choses. Comme j'ai dû rajouter les LED après coup, et que les LED c'est hyper sensible à souder, ils disent bien que c'est sensible à la chaleur. Avec un fer à souder, vous imaginez bien que c'est un petit peu compliqué. Du coup, j'ai un peu merdé ma soudure. En essayant de la refaire, j'ai arraché un pad de soudure, enfin bref. Du coup, j'ai perdu la lumière, et les LED fonctionnent en série, si vous ne le saviez pas. Et du coup, j'ai perdu la lumière après. Bon, c'est des petits désagréments qu'on fait. Il y a moyen de s'en sortir, hein, mais bon, j'ai laissé comme ça, c'est pas très grave. Niveau firmware, puisque comme on faisait un assemblage, l'idée c'était aussi un petit peu de customiser son firmware. Encore une fois, si vous l'achetez, ça ne sera pas nécessaire. On est parti sur QMK. Je vous ai parlé tout à l'heure de QMK et de ZMK. Il y a une recette doigt mouillé pour savoir lequel il vous faut. Si vous avez un clavier qui a du Bluetooth ou de la radio au sens large, vous prenez ZMK. Et puis sinon, QMK n'est pas une solution délirante. Il y a sans doute d'autres critères, mais ça a été le nôtre à tous les deux. Git clone sur GitHub, un petit make avec les infos données par le constructeur pour que ça construise le firmware correspondant au clavier. Et c'est parti, franchement, étonnamment pas pénible. Super, cette partie-là, ouais, c'était cool. On a parlé layout tout à l'heure. Alors celui de Romain, je pense que ça a été assez rapide. Moi je vous ai dit, il y avait beaucoup. Là vous voyez la V8 et la V9 de mon layout. J'avais besoin d'anti-sèche au début. Faut pas que ça vous fasse trop peur. C'est-à-dire que oui, j'ai changé beaucoup de trucs sur les versions 2, 3, 4. Et puis là, j'ai la V9 depuis je sais pas, plusieurs mois. Donc je suis arrivé à quelque chose qui me convient et ça va bien. Et j'ai même plus besoin des anti-sèches. Voilà. Et ça m'amène assez naturellement à parler de la phase d'apprentissage. Vous avez des sites formidables, tels que MonkeyType, le logo là, ou Keyboard, ou Agile Fingers, qui vous permettent d'apprendre à taper. Alors apprendre à taper, si vous passez d'un clavier portable à un Keychron sur le même format, pas nécessaire. Mais si vous vous retrouvez avec du ortho linéaire,
ou du split ortholinéaire, bah, la phase d'apprentissage, je peux vous dire qu'elle va prendre un certain temps. Ces sites sont sympas, ils font des stats. Moi, j'ai pris un tout petit, sans marquage, séparé, avec plein de layers. C'est la pilule rouge. Hein. Voilà, si vous faites ça, que vous passez d'un standard à ça, bon courage. On peut y aller progressivement. Allez-y progressivement. Mais voilà, j'ai commencé, alors ça ne se voit pas forcément bien sur le graphe là-haut, j'étais à 5 mots par minute. 5 mots par minute, c'est votre petit neveu de 5 ans qui commence à lire et qui tape au clavier, et vous êtes là à côté, plus vite, plus vite. Sauf que là, c'est vous. Donc on fait les exercices. Les exercices, c'est un quart d'heure tous les soirs avec le site, et puis bah, on commence à accélérer un petit peu. Et puis au bout, je sais pas, de 2-3 semaines, j'étais à 20-25 mots par minute. C'est pas ouf, hein. Les personnes en moyenne tapent à 45, les gens qui ne sont pas informaticiens. Sur un clavier classique, 70, pour ma part. Mais là, 20-25, on commence à rentrer dans une zone qui fait qu'on peut l'utiliser au quotidien. Et quand on peut l'utiliser au quotidien, ben en fait, on progresse carrément plus vite. Donc, il faut passer cette phase. Et quand on passe cette phase, on est content. Ah, je vais de plus en plus vite, c'est cool, là, ça va arracher, là, je vais monter à 100 mots par minute et tout ça. On a très envie que ça aille vite, parce qu'en plus, il y a des concours, évidemment, c'est des trucs de geek. Dès qu'il y a des indicateurs, on veut essayer de les éclater. Et on passe à côté de quelque chose d'important, qui est qu'il y a 2 indicateurs quand on tape. Il y a la vitesse, WPM, word per minute, et il y a l'accuracy, la précision. Ne vous trompez pas, ce que vous devez viser, c'est la précision, pas la vitesse. Apprenez à taper correctement, précisément, sans vous tromper, et vous allez voir, la vitesse arrivera ensuite. Je peux le formuler différemment, ne faites pas comme moi. Voilà. Et quand je dis apprendre à taper, c'est vraiment du B à bas. Mais du B à bas façon clavier, mettez vos doigts, les index, sur les touches F et J, et puis bah, vous tapez avec tel doigt ou tel autre doigt quand la lettre s'affiche, à telle vitesse, et tant que les compteurs ne sont pas passés, l'exercice n'est pas passé, donc bah, vous continuez l'exercice, et on ajoute des doigts, et on ajoute des lettres, et là on apprend la dactylo. Et je tape beaucoup avec celui-là, je tape aussi un petit peu avec celui-là, parce que bah, je ne peux pas l'installer partout, mais je tape mieux sur mon clavier classique depuis que j'ai le nouveau, parce que j'ai appris la dactylo. Voilà. Et enfin, une question qu'on a souvent, c'est, alors c'est mignon tout ça, mais ça vous a pris du temps. Donc on a quelques éléments de réponse là-dessus. Le but étant pas de rentrer dans les détails, hein, forcément. Après, il y a le choix. On est plus ou moins impulsif dans les achats. Ça, c'est moi, genre pas du tout. Chacun, voilà, exactement. Mais globalement, ce que nous, comme vous avez vu, on est passé de claviers plus ou moins standards à des claviers split, ortholinéaires et tout ça. Donc ça prend un petit peu de temps. Globalement, on peut résumer à 1 mois pour être totalement fonctionnel avec le clavier. Mais c'est parce qu'on a fait un grand saut. Ouais. Si vous prenez quelque chose moi, je sais que c'est le côté ortholinéaire, par exemple, qui est difficile encore avec les doigts. Pour tout le reste, globalement, c'était assez facile. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est 1 mois. Et puis après, bah, c'est le plaisir à l'utiliser, finalement. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et nous arrivons à la conclusion, et donc on peut se dire, mais ok, pourquoi, je veux dire, mon clavier, ça va, je m'en sers, c'est bon, pourquoi je m'embêterais à me poser toutes ces questions ou à bricoler tout ça? Ben, on vous a montré qu'il y avait vraiment plein de possibilités. Il y a des choses très similaires à ce que vous connaissez, mais qui apportent des choses. Il y a des choses très pointues, il y a du do-it-yourself et tout ça. Combien de temps vous passez sur votre clavier? Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire, moi, j'ai pas de stats, mais vous passez beaucoup de temps sur votre matelas, donc vous avez fait peut-être un petit effort sur votre literie. Vous passez beaucoup de temps sur votre chaise de bureau, donc vous n'avez pas pris une chaise en bois un peu pourrave. Vous passez beaucoup d'heures sur votre clavier. Peut-être que ça vaut le coup de se poser la question. Ça pourrait vous changer la vie. Ensuite, un clavier mécanique, c'est cool, ça permet plein de trucs, mais encore une fois, c'est pas la seule façon de faire des claviers. Si vous avez un clavier à membrane, à ciseaux, à machin, à ce que vous voulez, qui fait que votre vie est légère et merveilleuse, c'est super. Le meilleur clavier, c'est celui qui vous convient. Pas forcément besoin de le bricoler, pas forcément besoin que ce soit mécanique, mais finalement, un clavier qui vous convient, c'est important. Et on est obligé de terminer sur quelque chose qui est de l'ordre de l'avertissement. T'as combien de claviers? En split, seulement 2. Et en pas split? Un peu plus. Ouais, voilà. Moi, j'en ai un, j'ai les pièces pour le deuxième, et voilà. Si vous êtes un peu geek, un peu compulsif, un peu maniaque ou collectionneur, c'est assez vite un rabbit hole, les claviers mécaniques, donc on est obligé de vous prévenir. Mais ça ne vous empêchera pas de vous faire super plaisir. Et donc nous en terminons. On espère que ça vous aura intéressé. On espère surtout que ça va éveiller votre intérêt sur le fait qu'un bon clavier, c'est quelque chose de tout à fait valable pour vous. On a
pas beaucoup de temps, mais un petit peu de temps pour quelques questions. Vous pouvez également nous dire tout le bien ou le mal que vous avez pensé de notre présentation avec le QR code. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la présentation. Je ne sais pas si vous l'avez dit, quel layout vous utilisez? Est-ce que vous êtes resté sur du AZERTY ou est-ce que vous êtes passé à Ergol par exemple? Non, mais je suis resté sur AZERTY en l'occurrence. Ouais. Moi, j'ai changé, je suis passé en split, je suis passé en ortholinéaire, je suis passé en touche masquée, j'ai appris à taper, et je m'étais dit, je vais faire du Ergol aussi. Et en fait, j'ai commencé, j'ai fait, on fera Ergol plus tard. Donc j'en suis dans la phase où je voudrais aller vers Ergol et je n'ai pas encore fait. Ergol, c'est un layout qui est proposé par des francophones qui sont basés, je crois, du côté de Grenoble. Une communauté de Furax qui fait des trucs super. Si vous êtes curieux des layouts, franchement, allez voir Ergol, c'est vachement bien et les gens qui sont derrière sont plutôt cool. C'est cool pour le français, pour l'anglais et pour le code. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Oui. Là. On n'entend pas. On t'entend pas. Oui. Ouais. Ok. Est-ce que le clavier que vous avez là maintenant, vous dites c'est le bon, ou est-ce que vous pensez déjà au prochain que vous allez faire? Oui, c'est le bon, mais ça n'empêche pas de s'intéresser à d'autres. Ouais. En gros, c'est ça la réponse. Mais oui, clairement, moi, au niveau confort, j'adore mon clavier, mais on se refait pas, quoi. Donc, voilà. J'ai une réponse similaire qui est celui que j'ai actuellement, il m'éclate. Et puis là, on a un joli clavier qui est pas à nous, mais que quelqu'un nous a gentiment apporté pour qu'on puisse le montrer. Et dessus, il y a un trackball et j'ai pas de trackball. Et bon, bref, l'histoire n'est pas finie. Et ici, là, une autre question. Là. Ouais, j'étais devant. Ah. Ça fonctionne, oui. Merci pour la présentation. Et moi, j'ai une question sur ce qui est en général à côté du clavier, la souris. Est-ce qu'il y a une communauté similaire pour avoir quelque chose de custom, soudé soi-même, avec des switches particuliers, etc. Ou est-ce que c'est que des souris standards de chez Logitech ou autres que vous avez sur votre bureau? Là, on connaît moins, effectivement, c'est plus du standard. Après, vu que c'est beaucoup l'ergonomie qui nous intéresse, moi, je suis plutôt parti sur des souris verticales et ce genre de choses. Je sais qu'au niveau des souris gamers, il y en a beaucoup qui sont à assembler soi-même aussi. On peut changer la coque, on peut vraiment tout faire. Après, jusqu'à ce niveau-là, je ne sais pas. On n'a pas été voir à ce niveau-là. Moi, j'ai pas été voir pour les souris custom type on les trouve sur GitHub et on les réalise. Ça, j'ai pas vu, mais j'ai pas été voir. Entre autres parce que, en ce qui me concerne, j'utilise beaucoup le pad du Mac dont j'arrive plus à me passer. Et donc, voilà. Mais peut-être que ça existe, c'est une bonne question. D'accord, merci. Je me pose la question des raccourcis clavier avec plusieurs layers. Est-ce que c'est facile à saisir? Alors, les firmware qu'on va avoir pour type QMK ou n'importe font que on retrouve les raccourcis qu'on a l'habitude, donc avec les commandes Alt, Shift, Control et tout ce qu'on veut. Mais on a des choses beaucoup plus riches qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On a des tap dance, c'est-à-dire que si on tape 2 fois par exemple sur une touche d'affilée, on peut déclencher des lettres ou des séquences de lettres ou de symboles. On a des home remote, c'est-à-dire que moi j'ai tous les shifts et tout ça sous les doigts, c'est-à-dire que si je tape ça fait la lettre. Si je laisse enfoncer, ça fait shift. Donc il y a plein de choses possibles. Après, qu'est-ce qui te convient? Justement, il y a un petit peu d'exploration de ce point de vue-là. Mais les firmware sont très riches en fonctionnalités comme ça, auxquelles on n'imaginait même pas. Et le plus simple, en général, quand il y a un raccourci clavier qui est difficile à faire, c'est de le faire autrement. C'est comme on personnalise complètement, on met les touches là où il faut pour qu'elles soient pratiques. Si c'est un raccourci qu'on utilise beaucoup, par exemple. Exemple, moi j'ai 3 touches sur le pouce et de chaque main, et j'ai une touche. Si je laisse le pouce appuyé, j'ai tous mes raccourcis copier-coller, tout ça sur la main gauche. Comme ça, j'ai la souris dans l'autre. Et donc pour le copier-coller, la sélection et tous ces trucs-là, c'est pratique et c'est vraiment pas compliqué à faire. Ça s'essaye par contre. C'est pour ça qu'il y a eu plein d'itérations sur le layout. On a juste le temps pour une dernière question. Merci. Est-ce que vous avez des communautés en ligne ou francophones, internationales, ou même sur Rennes? Je ne sais pas s'il y a des choses pour rencontrer et tester des choses.
Alors, pour rencontrer Essuren, je ne saurais pas bien te dire. Il y a des crafters avec des gens qui font et qui utilisent des claviers, on en connaît, il y en a ici. Merci d'ailleurs pour le prêt. Et en ligne, il y a du francophone sur Mastodon, parce que j'y suis, et donc voilà, les hashtags Mechanical Keyboard ou des choses comme ça. Mais par contre, en local, je ne saurais pas bien te dire. C'est une bonne question. Peut-être ça vaut le coup, s'il y a de l'intérêt, de monter quelque chose. Ouais, sur Paris, si jamais il y a un meetup Mechanical Keyboards Paris qui existait, qui a lieu à peu près une fois par an, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était Mille Merci qui l'hébergeait, c'était un peu leur rencontre annuelle. Il y a même des conférences, alors pas en France, mais tu as des confs quasiment dédiés au Mechanical Keyboard en Allemagne, Belgique, etc. je crois. Ouais. Et sinon, beaucoup de groupes Discord, et tu as probablement des gens dans ta boîte qui en font, créer un challenge Slack, tu verras, il y a plein de gens, toujours, partout. Merci. Eh ben, on est arrivé au bout du temps permis. Merci beaucoup. Si vous avez des